connaissent moins parce qu'il y a des plus jeunes dans la salle. Christian Campillo est un biologiste de très haut niveau, et donc on a vraiment la chance d'accueillir quelqu'un de très haut niveau sur le plan scientifique. C'est quelqu'un qui travaille à Marseille, qui est maintenant bipède comme tout le monde, mais il a un pied en Italie et un pied à Marseille. Et c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé et qui travaille beaucoup en biologie structurale dans différents domaines qui sont des domaines qui ont trait à la microbiologie autour de microbes, de bactéries, de phages. Et donc on est très heureux qu'il ait accepté de venir aujourd'hui nous présenter les derniers résultats de ses derniers travaux qui, comme vous allez le voir, encore une fois, contribuent à bouleverser les connaissances que l'on a ou que l'on croyait avoir sur un certain nombre de microbes. Encore une fois, je le remercie beaucoup d'avoir pris son temps pour cette présentation. Vous allez vous régaler. Merci Michel pour ce gentil discours introductif. Ne le croyez pas trop quand même. Bon, je vais vous parler aujourd'hui d'un système de sécrétion, le système de sécrétion de type 6. Donc les systèmes de sécrétion, c'est des systèmes par lesquels les bactéries ont la capacité de faire sortir de leur enveloppe, de la cellule, des protéines ou des molécules telles que l'ADN vers l'extérieur, qui peut être le milieu extérieur ou qui peut être au contraire d'autres bactéries ou d'autres cellules, même eucaryotes, qui seraient à proximité. Donc en tout, il y a 9 systèmes de sécrétion. Aujourd'hui, je vais vous parler uniquement du système 6, qui est un système qui se trouve dans à peu près 50% des bactéries gram-négatives, dont le modèle le plus connu est Escherichia coli. Alors, il y aura 5 sections dans mon topo. Dans la première section, je vais vous montrer comme quoi ce système de sécrétion, en fait, c'est un système très joli dans la mesure où la bactérie a capturé un phage et l'a retourné en sa faveur pour s'en servir comme un outil moléculaire. Je vais vous parler ensuite du cœur membranaire, de la queue de ce système, de la plaque basale et des effecteurs qui sont en fait des protéines qui sont exportées et qui sont des poisons mortels pour les cellules qui sont dans. Alors, une chose qu'il faut bien voir, c'est que les bactéries ne vivent pas seules. Ça peut paraître idiot de dire ça, mais les bactéries vivent toujours dans des milieux où elles sont dans une compétition acharnée contre tout ce qu'il y a autour, qui peut être des phages, des virus, des amibes et d'autres bactéries, pour se défendre et pour avoir de la nourriture. Donc, il faut représenter n'importe quel milieu dans lequel il y a une bactérie comme un lieu de guerre à outrance. Alors les phages, ce sont les meilleurs ennemis des bactéries, mais c'est aussi des ennemis utiles qui permettent d'échanger de l'ADN entre bactéries, donc qui permettent de les faire évoluer. On pense que sur Terre, à peu près tous les 2 jours, les phages permettent aux poules de bactéries de se renouveler entièrement. Donc, pour vous dire une idée un petit peu de la guerre dans laquelle elles sont impliquées. Les amibes, qui sont des grands ennemis des bactéries, qui les phagocytent et qui servent de nourriture, et les bactéries servent de nourriture aux amibes. Et puis d'autres bactéries de la même espèce, d'autres espèces, qui sont en compétition avec notre bactérie X, et c'est à laquelle on s'intéresse. Alors, les interactions bactéries peuvent être bénéficiaires par le jeu du quorum sensing, de la conjugaison, de plasmide, et des échanges de produits chimiques. Ça, c'est le bon côté des choses, elles sont amies. Voilà, donc elles vivent toutes ensemble et elles sont contentes. Mais il y a aussi des aspects antagonistes, et en particulier quand il y a des bactéries qui envoient des toxines vers d'autres bactéries. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? Il y a tout simplement destruction des bactéries qui ont reçu des toxines. Ces bactéries meurent et elles donnent des aliments pour les bactéries qui ont envoyé des toxines et qui sont survivantes. Alors là, je vais vous indiquer comme quoi le système 6 est un bactériophage. Donc les bactériophages, ce sont des virus, en fait, mais qui infectent les bactéries. Alors, vous avez des virus qui nous infectent, qui infectent les eucaryotes, qui infectent les amibes, et vous avez des virus qui infectent les bactéries, et qui ont été nommés par Félix Bérel au début du XVIIIe siècle, bactériophages. Alors le système de sécrétion type 6 possède toujours un cœur de 13 protéines qui sont indispensables. Vous les avez ici. Vous enlevez n'importe laquelle de ces protéines génétiquement dans une bactérie comme le système 6 ne fonctionne pas.
Et donc ces bactéries sont appelées, ces gènes sont appelés TSS, ce sont les gènes essentiels. En plus de ces gènes, il y a d'autres gènes, évidemment, dont je parlerai plus loin, qui sont accessoires et qui participent néanmoins au système de sécrétion. Donc il y a deux parties bien distinctes. Il y a d'une part une partie membranaire qui se trouve entre la membrane interne de la bactérie gram-négative et la membrane externe. Et il y a un système qui est justement ce phage qui a été capturé au lasso et intégré dans la bactérie pour s'en servir comme outil contre des voisines désagréables. Là, voilà, c'est une vue qui a été prise par mon collègue, collaborateur Eric Pascalès. Vous voyez ici des bactéries rouges qui disparaissent. Les bactéries rouges, c'est coli canus, le colis de base. Et vous voyez que les bactéries entéro-agrégatives, les colis entéro-agrégatives qui possèdent un système 6, détruisent les bactéries rouges qui n'en ont pas, les rouges qui disparaissent. Donc, dans un mélange de bactéries au contact, les bactéries qui possèdent un système 6 peuvent détruire les bactéries qui n'en possèdent pas, ou même qui en possèdent, et à ce moment-là, c'est un jeu de combat armes égales. Alors, quand on fait une coupe en microscopie électronique de ces bactéries qui possèdent un système 6, avec un peu de chance, on tombe de temps en temps sur ceci, qui est un long tube qui pratiquement traverse toute la bactérie, donc comptez à peu près 1 micron de long. Et ce tube, on peut l'analyser de la façon suivante. Vous avez une petite partie en haut qui est encadrée ici, qui est la partie transmembranaire. Vous avez quelque chose ici en violet, on ne sait pas trop ce que c'est là. Puis vous avez ce long tube. Et ce long tube, c'est la partie qu'on appelle la partie qui est le phage capturé. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un phage? Alors, il y a plusieurs types de phages, mais celui qui est le plus connu, peut-être que certains d'entre vous le connaissent, c'est le phage type T4. Et le phage T4, il est relativement complexe. Il a la tête qui contient l'ADN, il a une queue avec un tube, et l'enveloppe du tube, il schiste l'enveloppe, et des fibres qui lui permettent de se fixer à sa proie. Donc là, le phage s'est fixé à sa proie, ça y est, il est bien installé, et à ce moment-là, il projette violemment le tube à travers la membrane de la bactérie, et il injecte son ADN. Son ADN va se répliquer et tuer la bactérie. Donc ce sont des phages à ce qu'on appelle queue contractile. D'accord? C'est l'enveloppe qui est autour du tube central qui se contracte et qui va l'éjecter à l'intérieur de la bactérie. En 2012, Bassler, qui travaille à Harvard Medical School, a montré qu'on pouvait, en faisant de la tomographie par microscope électronique, identifier la tige de la partie phage du système 6, et que cette tige présentait un aspect allongé ou un aspect contracté. Dans l'aspect contracté, la tige est plus courte, elle est plus épaisse. Et donc ceci a donné l'idée qu'il s'agissait en effet de quelque chose qui pouvait ressembler au phage, lié au phage, mais à l'intérieur de la bactérie elle-même. Et voici la comparaison. Vous avez un système dans le phage où le phage est à l'extérieur et qui cherche à rentrer dans la bactérie. Ici, le système 6 de la bactérie qui est à l'intérieur, avec le tail schiste et le tube à l'intérieur, ici à l'intérieur de l'enveloppe, il va être projeté en dehors de la bactérie pour attaquer une bactérie voisine de contact. En plus de la partie phage, il y a ce qu'on a appelé la partie membranaire, qui se trouve ici, plus la partie de la plaque basale sur laquelle la queue phage-like va s'entrer. Ici, on va voir à peu près comment ça marche. Alors, ce sont des vues qui s'appellent des pin-images. C'est un système dans lequel on a un microscope qui, à temps constant, prend des vues de phénomènes qui peuvent être éclairés grâce à des systèmes de marquage. Par exemple, ici, vous avez la grille fluorescente protéine qui est attachée à la queue du phage. Et vous avez par contre une bactérie qui a été colorée en rouge par N-Cherry. Donc vous voyez ici, ça démarre. On a la queue qui commence à pousser. Elle pousse, elle pousse, elle pousse, elle pousse, elle grandit. Elle atteint toute la longueur de la bactérie. Ici, on a
beaucoup plus d'un micron. Alors elle vous paraît beaucoup plus épaisse en fait parce que c'est la fluorescence qui fait ça. Et puis tout d'un coup elle s'est contractée. Et vous voyez l'instant d'après, la bactérie rougicide a disparu, tuée par les toxines qu'on a injectées. Alors le système dans lequel le système 6 se déploie, la partie disons initiale, couvre à peu près 30 à 100 secondes. Par contre, la projection du javelot qui est projeté par le système 6, en fait, dure à peu près, on pense, 2 microsecondes. On atteint là des vitesses qui sont de l'ordre de 100 microns par seconde. C'est le système biologique le plus rapide que l'on connaisse. Par ailleurs, pour la contraction, la queue se contracte et tourne. Si on fait le calcul du nombre de tours qui sont faits pendant ces 2 millisecondes, on arrive à des vitesses de rotation de l'ordre de 100 000 tours par minute. Donc bien plus que n'importe quel moteur de Formule 1. Donc, ceci pourquoi on peut dire la violence à l'échelle de la bactérie de cet outil, de cet arbre. Alors, je reprends mon système. Vous voyez, donc il y a 13 gènes essentiels, plus des gènes qu'on dit non essentiels, mais qui en fait sont importants. Ce sont les gènes qui sont variables d'une bactérie à l'autre, qui sont les effecteurs. Les effecteurs, on va y venir après, ce sont les protéines qui vont tuer la bactérie adverse. Ça va tuer comment? Ça peut être des enzymes qui vont détruire le peptidoglycane et donc détruire la paroi bactérienne. Ça peut être des phospholipases qui vont détruire la membrane bactérienne. Et vous verrez, je vous présenterai à la fin de mon topo quelques exemples. Alors le clair entier intermembranaire, c'est un travail qui nous a pris quelques années quand même, et qu'on a publié l'année dernière en lecture. Mais on a vraiment eu beaucoup de mal, et je vais essayer de vous en expliquer les étapes. Ce schéma est un schéma qu'on a proposé dans 2 articles, dont un en post-pathogène, qui en fait résumait à cette époque-là ce que l'on supposait vrai. Donc c'est un modèle, ce qu'on supposait vrai du système 6. D'accord ? Ici, vous avez, normalement, qui va quelques dizaines de mètres plus bas, la queue et l'enveloppe. Mais j'ai focalisé sur le système membranaire. Le système membranaire, c'était ce qui nous intéressait dans cette équipe. Le système membranaire est composé de nombreuses protéines, il y en a 6, je crois. Mais on a focalisé sur une protéine qui semblait essentielle, une protéine gigantesque, qui fait plus de 1100 résidus, et qui part de la membrane interne jusqu'à la membrane externe, par laquelle elle est attachée par une petite lipoprotéine qui s'appelle TSSJ. Les lipoprotéines sont des protéines qui sont ancrées par une queue lipidique dans la membrane. Alors qu'est-ce qu'on a fait? D'une part, on s'est intéressé à la structure de cette protéine elle-même. On l'a résolue par une technique qui est une de nos techniques favorites à la microscopie électronique, qui est la diffraction raison X. Vous savez, je pense, déjà vu dans votre vie d'étudiants des structures de protéines déterminées raison X. Donc on a déterminé cette structure et on a par ailleurs étudié tout ce qu'on a pu sur cette protéine-là qui s'appelle TSSL. Alors TSSL, comment est-elle? Donc ça c'est un graphique qui indique à quel endroit on a des hélices transmembranaires. TSSL, elle a 3 hélices transmembranaires, 1, 2 et 3, avec un domaine cytoplasmique qui se trouve ici. Donc vous avez la membrane interne, le domaine cytoplasmique, ensuite ça part vers le haut, et vous avez un très grand domaine qui va vers le haut et qui rejoint la membrane externe en se liant à la lipoprotéine que j'ai mentionnée tout à l'heure. Alors, dans un premier temps, on s'est dit, on va s'affranchir du domaine membranaire, on va étudier à partir du résidu 386 le domaine périplasmique entre les 2 membranes. Alors ce domaine périplasmique, on l'a exprimé, il est là, voilà. Donc il y a plutôt une partie qui est une partie avec les alpha-hélices et une partie qui est plutôt constituée de bras méta. Mais on n'a pas réussi à faire la structure tout de suite. Ce qu'on a pu montrer, c'est que ce domaine périplasmique se liait avec la lipoprotéine qui s'appelle TSSJ pour former un complexe 1,1 d'à peu près 100 000 daltons. Et on a utilisé une technique qui s'appelle la résonance plasmonique de surface, une SPR, qui permet de quantifier la force des interactions entre 2 protéines. On a vu que l'interaction était de l'ordre de 2 micromolaires. Donc,
Je résume, on a une lipoprotéine dans la membrane externe et une grande protéine qui va de la membrane interne à la membrane externe qui se lie fortement à la lipoprotéine de la membrane externe. Là-dessus, on a continué à travailler, je reviendrai là, mais on a voulu aussi étudier d'autres protéines. En particulier, une qui nous intéressait et qui fait partie de ce complexe moléculaire, des protéines qui s'appellent TSSL. Alors TSSL, elle possède, vous voyez ici, une hélice transmembranaire plus un domaine cytoplasmique. Donc on a déterminé la structure du domaine cytoplasmique et on a trouvé quelque chose d'intéressant. C'est que cette structure forme un dimère. Alors vous allez me dire, bon, c'est peut-être un hasard, mais on a beaucoup réfléchi, on a regardé dans la structure certains résidus qui se trouvaient à l'interface du dimère. En particulier cette leucine, ici, qui est la leucine 18, et la sérine 21, ici, dans un autre endroit. Et on a fait des mutants. On a muté la leucine en sérine et la sérine en acide glutamique. Et vous voyez, on a perdu la témérisation. Et quand cette protéine a été réintégrée dans la bactérie, dans un système 6 dans lequel on avait empêché la protéine TSSL native de s'exprimer, ce qui s'appelle une expérience où on ajoute quelque chose en France, on a pu montrer que le système 6 ne fonctionnait plus si ces résidus étaient mutés. Ce qui veut dire que pour que le système 6 fonctionne, il faut que TSSL soit un dimère. Ça, c'est une preuve, mais on peut toujours dire, oui, mais vous avez joué sur des choses qui sont beaucoup plus compliquées, vous ne savez pas si c'est vraiment ça. Alors, ce qu'on a fait une double mutation, dans lequel on a muté la leucine en sérine, et dans la même bactérie, la sérine 21 contre l'acide glutamique. Et pourquoi? Parce qu'on voit ici que dans ce cas-là, on arrive à faire une liaison hydrogène entre la sérine et l'acide glutamique. Et qu'est-ce qui se passe? Si on fait les deux mutations en même temps, on rétablit la dimérisation et on rétablit l'activité du système de sécrétion de type 6. Alors ça, pour le moment, vous gardez dans un coin de la tête, parce qu'après, vous verrez que le TSSL est important dans le complexe membranaire du système de sécrétion de type 6. En parallèle, on continue à travailler sur notre petit TSSL, de 1100 résidues, pour essayer d'arriver à comprendre comment ça fonctionne. On lui a fait à peu près tout ce qu'on peut faire à une protéine. En particulier, on a commencé à le couper en morceaux. On a vu que le domaine périplasmique, donc qui fait à peu près 90-100 kilodaltons, on a vu que ce domaine, si on le gardait sur la paillasse pendant quelques temps, avait tendance à s'occuper. Donc il y avait un site sensible à l'hydrolyse. Qu'est-ce qu'on a fait? On a rajouté de la trypsine et on est arrivé à avoir un fragment de 36 kilodaltons. Et on sait qu'on a su que ce fragment, c'était en fait par spectrométrie de masse et par séquençage d'Hellman, on a pu déterminer que ce fragment était le bout C-terminal, celui qui va tout à fait en haut de notre domaine périplasmique. On était très content de ça. On l'a mis en cristallisation. Malheureusement, ça n'a toujours pas marché. Alors, on a utilisé une technique qui a la faveur que l'on aime beaucoup au laboratoire, qui consiste à générer des anticorps de camélidés, de lamas, contre nos protéines. On le fait systématiquement. Donc on a des lamas ou des dromadaires. Les lamas, ils sont en Ardèche, les dromadaires, ils sont soit au Qatar, soit aux Canaries. Et pourquoi on fait ça? Parce qu'il se trouve que les lamas, les dromadaires, les camélidés en général, ont un système immunitaire qui est différent de tous les autres animaux du monde. Si vous vous rappelez comment est une immunoglobuline G, une IgG, vous avez deux chaînes, une chaîne lourde et une chaîne légère, et l'IgG est formé par l'association de deux chaînes lourdes et deux chaînes légères. La partie au cœur de l'association, on l'appelle le FC, et la partie qui est présentée par le FC comprend 4 domaines d'immunoglobulines, on appelle ça un FAG, qui comprend 1, 2, 3, 4 domaines d'immunoglobulines. Les deux domaines les plus hauts, en quelque sorte, sont les domaines qui portent les boucles, qui vont reconnaître l'antigène. Ça, c'est le système classique. Le système de Lama est différent. Le FC est le même, mais vous n'avez pas de chaîne légère, vous n'avez qu'une chaîne lourde. Donc vous avez une chaîne lourde, mais cette chaîne lourde n'a même pas deux domaines, elle n'a qu'un seul domaine. Autrement dit, vous remplacez une protéine qui a 4 domaines d'immunoglobulines par un seul domaine d'immunoglobulines. Alors la grosse différence,
c'est que ça s'exprime très très bien en poly et que ça se travaille beaucoup plus facilement dans les familles. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a généré des anticorps de la base contre ce fragment, TSSL produit. On a déterminé leur structure, on les a isolés dans la structure, et quand on les mélange à TSSM32, on voit qu'on a un complexe. Vous voyez que le pic de l'infiltration ici est déplacé vers ici. Et par SPR, on a pu montrer que la constante d'affinité est très forte. Elle est de 1,5 nanomol. C'est très très fort. Bon, ça c'est bien. On a aussi montré autre chose. On a montré que ça complexe. Et on a déterminé la structure du complexe entre TSSM, la partie extrême, c'est terminal de TSSM, et ce morceau d'anticorps de cavéité. Et on a montré que quand on mettait un vecteur capable d'exprimer cet anticorps de cavéité dans notre système de Colli, dans le système 6, cet anticorps de cavéité passe dans le périplasme, parce qu'on a mis un vecteur qui est adressé au périplasme, et il abolit toute la fonction du système de sécrétion de type 6. Donc, non seulement on avait quelque chose qui allait nous servir à travailler du point de vue cristallographique la structure de ce TSSM, mais on sait que ici, il doit y avoir la lipoprotéine qui ancre en TSSM dans la membrane externe qui se trouve. D'accord. Donc on a quelque chose qui est aussi fonctionnellement relevant. Donc on a déterminé cette structure, et voici dans le cadre noir la partie de TSSM qu'on a cristallisée. Et vous voyez, il y a deux couleurs. Il y a une couleur bleu clair et une couleur violette. Alors qu'est-ce que ça signifie? La couleur violette, c'est ce qu'on voit dans la structure cristallographique. La couleur bleue, c'est ce qu'on ne voit pas. Ça existe, mais on ne le voit pas. Alors pourquoi on ne le voit pas? Là, en cristallographie, on ne voit que ce qui est fixe. Tout ce qui bouge, en fait, est flou. Donc on ne le voit pas. Ça existe, c'est dans le cristal, c'est là. Mais ça ne contribue pas à donner une information de carte de densité. D'accord? Donc ça bouge. Et le fait que ça bouge nous a fait penser que peut-être c'était ça qui empêchait la cristallisation de notre domaine. Cristallisation qui, malgré tout, était rendue possible par le fait que l'anticorps de cavéité stabilise la structure. C'est un peu compliqué. Hein. Alors qu'est-ce qu'on a fait? Tout simplement, on est reparti de notre domaine et on a cloné ici pour ne garder que la partie violette. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ça a tout de suite cristallisé. Et on a réussi à obtenir le complexe entre cette partie-là, qu'on appelle TSSM26 et notre lipoprotéine. Donc voilà ce complexe. Vous avez le même C-terminal. Alors, vous vous rappelez, il y a quelques minutes, je vous ai dit que la partie C-terminal de TSSM périplasmique était en feuillet bêta. Vous voyez qu'on a un feuillet bêta et qu'à partir, toute la partie en dessous, jusqu'à la membrane interne, on avait des hélices. En effet, on voit un petit bout de domaine électroïdal. Donc, on a ces interactions entre la lipoprotéine et ceci et TSSM, et ceci constitue le sommet de notre système de sécrétion de type 6. Alors ça c'était très bien, mais on avait un tout petit bout par rapport à une machinerie de plusieurs millions de daltons. Donc on s'est dit, voyons, comment on va faire? On va faire ça par cristallographie, on va y passer le restant de notre vie. Essayons de voir ce que ça donne si on essaie la microscopie électronique. Alors on a exprimé, et ça c'est Éric Durand, un extrêmement doué, qui a exprimé 3 protéines. TSSM entière, cette fois-ci il ne s'agit pas de domaine périplasmique, mais il s'agit de TSSM, même avec la partie membranaire, notre lipoprotéine TSSJ et notre TSSM dont j'ai parlé précédemment. Donc ces 3 protéines ont été exprimées avec des flags différents, strep, flag et isflag. Ce qui nous a permis de voir par Western blot que ce qu'on purifiait en gel filtration, c'était bien le complexe des 3 protéines. Parce qu'on retrouvait, Western nous montrait qu'on retrouvait ces 3 protéines dans ce pic-là. Donc voilà, qu'est-ce qu'on a? On a exprimé TSSM, TSSJ, TSSM, ils forment un complexe. Par densitométrie, on sait que le complexe est 1, 1, 1. Mais combien il y en a qui vont former la machine? Tout simplement, on fait une grille, on la met au microscope, et après quelques mois de travail, on a cette structure ici. Voilà, ça c'est la structure du complexe membranaire du
système de sécrétion de type 6. C'est le complexe sur lequel la machinerie phagique s'insère. C'est le support de la machinerie phagique qui, elle, par contre, va se contracter et tuer la bactérie. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit des piliers qui partent. On voit ici quelque chose qui est la membrane externe, la membrane interne. On voit des piliers. En bas, on voit cette forme-là. En haut, on voit cette forme-là. Maintenant, il faut l'analyser. D'accord? Alors, comment on va faire? Alors, déjà, on essaie de voir combien de piliers on a. On a en fait une symétrie d'ordre 5, c'est-à-dire, en tournant d'un cinquième de 360 degrés, on tombe sur la même structure. Mais en fait, on a 10 piliers. Pourquoi? Parce qu'on a 2 fois 5 piliers, on a 5 piliers bleus et 5 piliers verts. D'accord? Donc, il y a des protéines qui peuvent avoir 2 conformations, la conformation bleue et la conformation verte dans notre complexe. Si on fait des coupes, on suit ces piliers qui partent du bas, ici, qui est assez ouvert, qui remonte vers le haut. Mais néanmoins, avec une lumière à l'intérieur des piliers qui est relativement petite, qui ne permet certainement pas le passage du pylône qui va être éjecté par la batterie. Donc là, on a un petit mystère. Vous allez voir qu'on va le résoudre d'une certaine façon. Alors maintenant, on a appliqué une autre technique qui s'appelle la technique des méthodes hybrides. On a une structure à haute résolution par rayons X, une structure à basse résolution par microscopie électronique. On mélange les deux de façon intelligente et on arrive à avoir une pseudo-structure atomique de notre grand complexe. Qu'est-ce qu'on fait? On prend notre structure rayons X et on voit si ça colle quelque part ici. Et en effet, cette partie des piliers ici, orange, bleu foncé et bleu clair, c'est respectivement TSSJ. Et les deux domaines, le TSSL, c'est terminal. Cette partie-là, c'est la partie dont on ne s'est pas occupé par cristallographie rayons X. D'accord? Et en bas, si vous regardez ceci, eh bien, on arrive très bien à mettre dans notre domaine le TSSL. Notre dimère TSSL, vous voyez le dimère ici. Et ceci explique parfaitement que quand on détruit ce dimère, eh bien, on détruit le cœur membranaire et on détruit en fait la capacité au système phagique de s'insérer dans le cœur membranaire. Donc vraiment tout est lié. Donc voilà ici la structure de cristallographie mise dans la structure de la microscopie électronique. Vous la voyez sur le côté, vous la voyez par-dessus. Et vous voyez ici, c'est tout simplement la queue, ce qu'on voit ici, c'est la queue hydrophobe, c'est-à-dire le lipide qui attache la lipoprotéine dans la membrane, qui reste visible avec les détergents biologiques. Ces structures-là sont solubilisées dans des détergents. Donc voilà, on a réussi à comprendre comment ça se présentait les niveaux structurels. Maintenant, qu'est-ce que ça implique au niveau fonctionnel? Ça implique beaucoup de choses. Et en particulier, il y a une chose qui nous a embêtés, c'est que c'est pratiquement pas ouvert. Ici, vous voyez, et ça ne traverse pas la membrane. La membrane, en fait, elle est là. Hein. Si vous avez vu dans les vues précédentes, la membrane interne est là, mais la membrane externe n'est pas traversée par notre système. Alors comment les protéines qu'on veut faire passer vont passer? C'est un gros problème. Alors on avait la structure de ce bout, on s'est dit, voilà, on va mettre des cystéines à certains endroits, vous voyez ici, et on va mettre à l'extérieur de la cellule des systèmes, des petites molécules fluorescentes qui vont marquer les cystéines, mais pour qu'elles les marquent à l'extérieur, on va attacher ces réactifs à la DSA, qui est une grosse protéine qui ne peut pas passer les membranes. Donc, grosso modo, vous avez un marqueur de cystéine qui est à l'extérieur, qui ne peut pas traverser la membrane. Donc, il ne va marquer que la partie de notre machinerie qui va passer à l'extérieur, si elle passe à l'extérieur. Ça, on n'en sait rien. Et le résultat, vous l'avez là. En jaune, c'est ce qui a été marqué par le système de marquage. En gris, c'est ce qui n'a pas été marqué. Donc, à part cette cystéine qui est là, normalement, vous pouvez se retrouver là-haut, vous avez tout le bout du TSSL qui est marqué. Donc, ça veut dire, première conclusion, la protéine TSSL traverse la membrane dans certaines circonstances lors du fonctionnement du système de sécrétion de 6, premièrement. Deuxièmement, on ne la traverse pas beaucoup, elle la traverse que ce bout-là. Il y a d'autres implications du modèle. C'est que si on regarde maintenant certaines cystéines qui ont été marquées, comme la 1005 et la 989,
Ces cystéines-là sont couvertes, sont inaccessibles, parce qu'elles sont couvertes par la lipoprotéine TSS1. Donc si elles sont marquées, ça veut dire que lors du fonctionnement, il y a une dissociation de la lipoprotéine et de TSS1. Donc grosso modo, vous avez la lipoprotéine qui est là, TSS1 qui est là. Lors du fonctionnement, ça s'écarte, TSS1 passe à travers, et il se passe quelque chose dont je vais vous parler. Voilà, ça c'est les cystéines qui sont protégées par TSS1. Alors, qu'est-ce qu'on pense qu'il se passe? On pense qu'il se passe, tout à l'heure, je vous ai dit quelle était la puissance du mouvement qu'il y avait eu. Donc, c'est un mouvement qui est extrêmement violent. Il fait 100 microns par seconde et ça tourne à une vitesse de près 100 microns par minute. Donc, en fait, c'est le premier cas de système de sécrétion dans lequel le pore n'est pas préformé, mais il se forme sous le coup de butoir du pylône qui va passer à travers. Et ce pylône, il va entraîner une partie de la grande protéine TSS1 vers l'extérieur, vous voyez ici, et il va ouvrir le pore pour laisser le passage aux effecteurs. Voilà, ici vous avez le pylône qui passe, vous avez notre TSS1 qui est marqué, puis le pylône s'en va, le système se referme. Et en fait, par ce processus, avant on avait des piliers internes et des piliers externes, je vous ai parlé des piliers bleus et des piliers verts. En fait, vous voyez à droite que lors de l'ouverture, vous avez une symétrisation de la structure en symétrie 10 et une ouverture du pore de façon à pouvoir laisser passer le pylône. Qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça? On peut retenir qu'en combinant un nombre de méthodes assez important et relativement pesant, on arrive à décortiquer avec une certitude de pratiquement 100% un système compliqué comme celui-là. Ça demande la structure à haute résolution. La structure rayon X, ça permet de marquer les cystéines, de montrer quelles étaient les cystéines qui étaient marquées ou pas. La microscopie électronique nous a donné la forme générale du système. Le kinimage nous a permis de voir comment le système marchait, etc., etc. Donc c'est vraiment pas un seul groupe qui va pouvoir faire ça, il faut vraiment s'associer à différents endroits. Voilà. Alors, le système ici, c'est unique dans la mesure où tous les autres systèmes qui vont de l'intérieur de la bactérie vers l'extérieur, parce que certains systèmes, en fait, ne concernent que la partie externe, mais les trois systèmes qui vont du cytoplasme jusqu'à l'extérieur, tous ces systèmes-là ont des pores qui sont préformés, d'accord, avec des systèmes de diaphragme et de sphincter, parce que sinon la bactérie se viderait, il faut se fermer. Mais, disons, ça marche gentiment, sans violence. Système 6, c'est le système violent. C'est vraiment... Je ne vais pas dans la physique. Voilà. Bien. Alors, maintenant, on a vu une partie. On va voir la structure de la queue. D'accord? Alors, la structure de la queue, on a vu tout à l'heure, déjà, c'est extrêmement long. Elle fait plus 1 micron à plusieurs microns. Et elle est constituée de la partie interne, qu'on appelle le tube, et de la partie externe, qu'on appelle l'enveloppe, qui se comprend. Alors, on a travaillé sur le tube interne, et en particulier, vous voyez ici, ces petits ronds, c'est la vue en microscopie électronique du tube interne. On l'a cristallisé, et on a fait quelques études pour savoir ce qui se passait. En particulier, quand on a regardé l'empilement de nos hexamères qui forment le tube, nous empilez comme ça une centaine d'hexamères, vous avez le long tube qui va servir de pylône, on a pu montrer que si on replace certains résidus judicieusement choisis dans cette interface, on n'a plus les ronds ici isolés l'un de l'autre, parce qu'en fait, toute seule, cette molécule qu'on appelle HCP est incapable de former des tubes. Il lui faut l'enveloppe qui va autour. Mais par contre, on voit que si on met des cystéines à des endroits judicieux, on arrive à former une petite tube. On l'en voit par le microscopie. Ça, encore une fois, qu'est-ce que ça implique? On peut en tirer les conclusions fonctionnelles. Ça implique que le tube interne ne peut se former que dans le contexte de la formation du tube externe. Le tube interne n'est pas préformé par rapport au tube externe. Il se forme en même temps. Par contre, le tube externe, lui, se forme pratiquement tout seul. Alors ça, c'est pas un travail qu'on a fait au laboratoire, c'est un autre groupe concurrent, qui est le groupe de Peter Lehmann, qui a résolu la structure du fer de lance de la lance, de la partie pointue qui va faire les trous, qui s'appelle VGRG.
Et il a montré que c'est totalement comparable au même fer de lance que l'on trouve dans le phage, que je vous ai présenté en début de topo, qui est le phage T4. C'est exactement la même molécule, pas avec la même séquence, mais avec la même forme. Mais il a montré autre chose. C'est qu'au bout de cette molécule, il y a une pointe acérée, ce fer de lance, qui comporte un métal qui va la replier et qui la rend. Et cette pointe acérée, elle a un double rôle. D'une part, elle renforce la structure dans sa capacité à percer, mais aussi, elle va servir de carreau pour les toxines. Et ça, je vous le montrerai tout à l'heure. Donc ça, c'est le travail qui a été fait par eux. Là aussi, je vous présente un travail qui a été fait par deux autres groupes, et qui est un travail remarquable. Ce travail remarquable, et ça me permet d'introduire quelque chose qui est, en fait, une grande révolution. Je pense qu'ici, vous connaissez tous Michael Rossmann, qui est venu, je crois, à 2 reprises. Et Michael Rossmann, qui est un jeune homme de 85 ans, qui a beaucoup de projets. On voit tous ses vœux tous les ans, et il a dit heureusement, j'ai des contrats encore pour 5 ans, parce que la révolution qu'on vit en biologie structurale, c'est comme la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb. Alors, c'est quoi cette découverte? C'est tout simplement le fait qu'en cryo-microscopie électronique, on arrive non pas à avoir maintenant que des formes à basse résolution, on arrive à résoudre les structures à résolution atomique. Le message, c'est que dans 10 ans, pratiquement, sur tous les sujets intéressants, la cristallographie des protéines aura disparu. Voilà. Donc c'est le message que j'essaie de faire passer au laboratoire, j'espère avec un certain succès. Bon, moi, ne vivant pas aux États-Unis, je n'arriverai pas à 85 ans, tout le temps toujours actif, mais disons qu'il est essentiel de... Alors ça, c'est un exemple de ceci. Donc cette structure-là, elle a été résolue par microscopie électronique et à résolution atomique. C'est-à-dire qu'ils peuvent voir chacun des aminoacides dans la carte microscopique. Et voilà la structure de la queue. Alors malheureusement, dans l'état naturel, c'est pas malheureusement, c'est très bien fichu, votre queue, elle est étendue quand ça s'assemble, et en fait c'est un gigantesque ressort qui a été tiré. Et à un moment, il y a un signal, un claquement de doigts qui dit « replie-toi », c'est là que tout explose. Ce qui veut dire que quand vous le fabriquez in vitro, vous n'avez pas là quelque chose qui va le stabiliser de façon métastable, et bien on a la forme contractée. Donc c'est la forme contractée du tube, et vous voyez ici, c'est un dodécamère, et vous voyez ici le gros trou central qui est exactement de la taille nécessaire pour faire passer la molécule que je vous ai montré tout à l'heure, la molécule d'HCP, qui faisait l'hexamère dont j'ai parlé, qu'on arrivait à relier par les ondes de sulfure. Donc là, c'est la forme contractée. Mais, comme ça ressemble beaucoup à un phage T4, et qu'on connaît la forme étendue de la molécule du phage T4, parce que le phage, quand il se promène dans la nature, il est en forme activée, d'accord? Je me suis permis de faire un modèle où, en me servant des données structurales du phage T4, j'ai pu créer une forme étendue. Et voici la forme étendue, telle qu'elle est. Elle devrait pouvoir être. On ne va pas être loin de la chose. Vous voyez, deux choses différentes. Là, c'est vraiment le diamètre de HCP, c'est-à-dire si on met HCP dedans, ça colle ici. Si on met HCP dans la forme contractée, il y a un espace. HCP peut circuler et être transféré. Voilà. Alors, une chose dont je ne vais pas parler, parce que sinon je serai un peu court de temps, c'est qu'est-ce qui se passe une fois que le système de sécrétion a fini de faire son coup de feu. Ce n'est pas une mitrailleuse, c'est un fusil à un trou. Eh bien, il y a des ATPases, vous avez 3 ATPases qui vont se fixer sur le tube et qui vont le démonter en récupérant les morceaux. D'accord? Donc c'est entièrement perdu. Et par contre, le système membranaire dont je vous ai parlé, lui, il reste en place. Ça a été montré par nos collaborateurs, je ne l'ai pas mis ici, mais il reste en place. Donc, ce sont des lieux, des endroits de seeding, d'ensemencement de système 6. Ils sont là. Toute la partie tubulaire se dissocie. Et le coup suivant, elle se réassemble sur un nouveau site, sur le même, mais de façon métastable, de façon à ce que la force de projection soit refournie. Alors, on a un joli javelot, mais pour le moment, on ne tue pas grand monde. Ben voilà, donc ça c'est le tube, ça c'est le VGRG, et puis vous avez dedans des têtes nucléaires. Les têtes nucléaires qui ont tué nos cellules, elles sont là.
Alors, le système de sécrétion de type 6 a une autre beauté, c'est qu'il peut tuer des bactéries, et ici, ce qu'on voit ici, mais ici, il peut aussi tuer des cellules de cariotes. Donc on a étudié dans ce laboratoire, avec Synodoli, la façon dont le système de sécrétion de type 6 va tuer des cellules cariotes de type macrophage ou une sorte de cellule. Alors, dans le cas des bactéries, il faut que j'explique un petit peu plus, il y a donc ce qu'on appelle des effecteurs, qui sont des enzymes qui vont détruire l'intérieur de la bactérie. Soit le peptidoglycane, qui forme une partie de la paroi de la bactérie, ce qu'on appelle le cell wall, le milieu cellulaire, soit carrément, par exemple, des phospholipases, qui vont détruire la membrane externe de la bactérie. Alors, le problème, c'est que les bactéries, elles sont presque aussi bêtes que les êtres humains, et je pense qu'elles s'entretuent. Donc, vous prenez deux bactéries, par exemple, exactement de la même espèce, de la même souche, si vous les mettez en contact, elles vont commencer à se tirer dessus. Alors, évidemment, comme elles sont le plus souvent entre elles, ça voudrait dire que très rapidement, tout le monde serait mort. Alors, comment éviter ça? Tout simplement, dans une même espèce, qui va avoir, par exemple, ce qu'on appelle TSI, TSE. TSE, c'est l'effecteur. TSE1 et TSE3 sont des effecteurs qui vont être balancés dans le vie. Et bien, dans le périplasme de la bactérie, il va y avoir TSI1 et TSI3 qui sont des anti-effecteurs, qui sont en fait des protéines qui sont synthétisées par la bactérie pour bloquer les poisons qu'elle secrète elle-même, ce qui n'est pas très grave, parce que normalement, les poisons qui sont dans le cytoplasme, ils passent ensuite dans le cytoplasme, et surtout, pour bloquer les poisons que ses copines vont lui envoyer les jours où elles sont trop excitées. D'accord? Voilà. Donc en fait, alors, dans la même espèce, le poison, il y a l'antipoison du poison. Mais dans deux espèces différentes, même si par exemple il y a des phospholipases, on va avoir des séquences suffisamment différentes pour que l'antipoison ne fonctionne pas. C'est un système extrêmement sophistiqué. C'est un système, moi je trouve énergétiquement, c'est extrêmement lourd. Vous sécrétez des poisons, des antipoisons, avec toute une machinerie extrêmement puissante. Donc, ça veut dire que la lutte pour la nourriture, c'est vraiment quelque chose d'essentiel pour les bactéries. Ça, c'est le message. Pour les cellules cariotes, c'est totalement différent. Par exemple, dans l'exemple qu'on a là, le système 6, la bactérie, en général, elle va être englobée par le macrophage ou par la mue. Elle va être phagocytée. Dès qu'elle est phagocytée, elle commence à déclencher ces systèmes de sécrétion de type 6 et à balancer les poisons dans les cellules cariotes. Le poison, ça va être une actine, une molécule qui cross-link l'actine. D'accord? Mais pas. Donc l'actine, normalement, c'est un polymère, mais là, elle va la polymériser de mauvaise façon, telle que l'actine, en fait, ne va plus fonctionner. Et donc, une cellule qui n'a plus l'actine, qu'est-ce qu'elle va faire? Au début, elle va devenir immobile, donc elle va devenir incapable de se déplacer, d'aller manger notre proie. Et si on met le paquet, elle va mourir. Alors ça, c'est une technique qu'on a faite en partie ici. Donc, ce qu'on a fait chez nous, donc oui, alors, je reviens un petit peu en arrière parce que les têtes nucléaires, il y en a plein de sortes. D'abord, il peut y avoir un attachement covalent à la molécule qu'on appelle les GRP. Ça, c'est le système qu'on a étudié avec Gilles. On a, de façon covalente, une enzyme qui cross-link l'actine, qui est liée, enfin qui fait partie de la même chaîne de VGRG. Ça peut être aussi des charges qui sont attachées au VGRG. Alors là, c'est plus covalent, c'est juste une affinité. Elles vont être attachées au bout du pylône et elles vont être projetées de l'autre côté. Mais il y a aussi des charges qui vont être dans le trou de la petite molécule HCP. HCP, vous avez vu, c'était comme un donut, il y a un trou au milieu. Vous pouvez mettre une petite molécule dedans, une petite enzyme, type peptidoglycanase et tout ça. Et quand ces donuts arrivent de l'autre côté, on les jette l'eau rentre à la cellule inverse, et bien tout simplement, il va. Donc, regardons maintenant pour la. Alors voilà, ça c'est un système dans lequel vous avez la molécule VGRG, qui est la pointe de la lance, qui porte notre domaine qui nous intéresse. Donc ce domaine, on l'a cristallisé, on a fait sa structure, on a montré comment ça fonctionne, on a fait toute la partie enzymologique, biochimie. Vous êtes très content, mais on voulait voir vraiment qu'est-ce qui se passe. Combien de molécules il y a besoin pour polymériser cette actine de façon erronée. Alors l'idée qu'on a eue,
c'était d'utiliser une micro-injection pour les fécondations in vitro, hein, c'est ça, qui sont des seringues microscopiques qui permettent de percer des cellules de cariotes sans les détruire, et donc d'injecter quelque chose. Donc on a injecté entre 10 et 200 molécules par cellule. Donc on peut contrôler vraiment par la quantité microscopique. Et qu'est-ce qu'on voit? Alors ça, c'est une... Si on injecte le tampon, on a les marquages suivants. Le DAPI, donc en rouge, l'actine en vert, et le dextran qui va... c'est le noyau, c'est ça? Le dextran va marquer la cellule qui va être micro-injectée. Voilà. Donc elle a été micro-injectée. Voilà. Donc vous voyez, l'actine est en pleine forme, là, c'est des filaments magnifiques. Et après, on a injecté notre toxine de façon toxine native. Et vous voyez que là, il reste des brides d'actine assez toutes coupées en morceaux. Bon, c'est un désastre. Maintenant, on prend notre toxine et on mute le site actif. On remplace un résidu essentiel du site actif par un autre résidu qui fait qu'elle ne va pas fonctionner. Là, on retrouve un faisceau d'actine qui est magnifique. Donc ça nous a permis quoi? De vérifier à l'échelle vraiment moléculaire sur du vivant que ça fonctionnait et de donner une idée hein, qu'il n'y avait pas besoin de quantité énorme, 10 molécules réussissent à tuer la cellule. 10 molécules, sachant qu'il y a 3 actines enzymes par javelot, ça veut dire qu'il suffit de 3 javelots pour tuer une cellule en face. D'accord. Un autre système qu'on a utilisé, c'est une phospholipase. Alors ça, c'est une phospholipase, donc on est dans le système maintenant bactérie. Et cette phospholipase, elle a une antiphospholipase. Donc SkyW, c'est la phospholipase, SkyV, c'est l'antiphospholipase. Donc la phospholipase, injectée dans la bactérie, elle va faire des trous dans sa membrane externe et la bactérie va se répandre. Donc on a montré que l'affinité entre V et W, c'est-à-dire l'effecteur et l'anti-effecteur, est extrêmement forte. Ça, c'est une condition de survie de la bactérie. S'il avait des interactions un peu faiblardes, chaque fois qu'une copine envoie ses poisons dans la ligne, donc c'est extrêmement fort, extrêmement costaud. Et on a fait une modélisation parce qu'on a vu la structure. On a qualifié aussi les activités qui sont significatives, les activités anti-phospholipides. On a fait utiliser plusieurs phospholipides naturels qui sont présents dans les bactéries. On a vu qu'en effet, ça fonctionnait sur ces phospholipides. Et on a vu que l'inhibition est strictement complète à une molécule d'antipoison par la molécule de poison. Voilà. Donc, des effecteurs, il y en a des centaines. D'accord, autant que d'espèces de bactéries comme le système 6. Donc, ce n'est pas des centaines, c'est des millions. On a 2 exemples pour montrer l'importance que ça avait de un système qui était parfaitement régulé en termes d'interaction effecteur, anti-effecteur, et de voir comment ça marche. Bien. Donc qu'est-ce qu'on sait? On sait beaucoup de choses, au niveau structural et au niveau fonctionnel. On sait à peu près comment tout fonctionne, sauf, évidemment, ce qui reste en rouge, c'est-à-dire les 2 molécules, 2-3 molécules de la base PET. La base PET, c'est ce qui fait la jonction entre le cœur membranaire et sur lequel s'appuie la tige. Ça, pour le moment, je ne sais pas quoi ça ressemble. Et voilà, nos plus chers collaborateurs, avec Aline, qui est spécialiste du corps de KBID. Ça, c'est un lama compétition, c'est un très beau lama. Et puis tous les gens qui ont participé. Donc Éric Durand, il a fait tout le gros boulot sur le TSSM. Il a participé aux 2 papiers d'études et se présente pour la dernière fois possible à l'INSERM cette année. S'il passe, c'est bien pour nous. S'il ne passe pas, ça sera gâché par la société. Son a fait la partie Rayon 6 de TSSM. C'est un étudiant vietnamien de l'USTH, qui est de l'Université franco-vietnamienne à Hanoï. Bad a fait le travail sur HCT, bien d'autres choses qu'on va présenter. Katharina a fait les premiers travaux sur TSJ, TSSM. Ang, qui vient aussi de l'USTH, travaille sur les effecteurs phospholipase. Eric, c'est le maître d'œuvre de tout ce projet, au niveau fonctionnel
c'est lui qui est venu me chercher pour qu'on travaille dessus. Rémi Fronzès était un grand spécialiste du système de sécrétion de type 4. On l'a embauché sur le système 6 pour la microscopie. Ça, c'est tous les gens qui nous ont aidés au labo. J'espère que vous aurez appris entre une chose et demie et trois. Voilà. Merci beaucoup. J'ai conscience que ça sort du champ habituel de la médecine, mais bon, c'est bon. Non, des brio colérés, c'est qui tue des gens, des milliers de gens dans le monde. Ça sort pas du tout du champ de la médecine. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Oui. Des questions? Vous avez dit au début que ce système de sécrétion de type 6 il pouvait aussi injecter de l'ADN? Non. Il y a des systèmes qui injectent de l'ADN. D'accord. Le système 3, par exemple. Donc ça ressemble très fort à une queue de phage. Oui, par exemple. Le système 6 n'injecte pas d'ADN. Ça pourrait, hein, parce que je veux dire, comme vous dites. Donc en fait, quand même, on passe à l'intérieur du tube. Les effecteurs sont toujours sur la paroi du. Les effecteurs. Ouais. Les effecteurs, ils sont soit dans le tube à l'intérieur de l'HCP, s'ils sont petits. Typiquement, une peptidoglycana, c'est pas très gros, ça fait 15 000, ils sont à l'intérieur du tube. Mais les phospholipases, par exemple, qui sont grosses, elle fait 50 000, elle ne tient pas à l'intérieur du tube. Elle est chargée par la VGRG. Après, ça pose d'autres questions. Hein. Comment ça se fait que quelque chose qui est chargé à la VGRG, quand il y a le coup de lance qui part, ne soit pas éjecté lors du coup de lance? Ça, c'est une autre histoire. Et ça tourne ici comme ça, quand ça se contracte. Oui, parce qu'en fait, le mécanisme, c'est un mouvement de contraction en spirale. Ouais, parce qu'en fait, il y a En spirale. on pense qu'il y a 4 ou 5 tours sur le micro. Et en termes d'énergie, ça doit représenter une. Colossal. Mais du coup, vous l'avez modélisé puisque. Non, il y a des gens qui l'ont fait. Donc il y a un papier du gars qui a fait la structure de la schiste, là. Il a fait un papier où il parle de la quantité d'énergie qui sont mobilisées, l'énergie métastable. Hein, et c'est très important, parce que c'est long. Il faut C'est le un micro. maintenir aussi. Pardon? Du coup, si le ressort est tendu, il faut le maintenir. Il y a un système qui le maintient. Ben ça, c'est une bonne question, et pour le moment, on n'a rien vu. On n'a aucune idée de. Bon, c'est métastable, c'est-à-dire que ça ne va pas tenir pendant des siècles. Hein, ça tient quelques dizaines de secondes. Mais par contre, on ne sait pas ce qui déclenche. D'accord? Qu'est-ce qui déclenche? Ce qu'on sait, c'est qu'il n'y a pas spécifiquement de. Disons, il n'y a pas un message qui va dire ah, il y a une bactérie qui m'a touché, je vais déclencher le TSSS. Il tire un peu comme ça, au hasard, n'importe quoi. Ce qui pose des questions, en effet, par rapport à l'énergétique, les ressources cellulaires et tout ça. C'est comme ça. Bon, il y a beaucoup de composants qui sont recyclés aussi. Finalement, la seule chose qui est vraiment perdue, c'est les HCP, le cœur central du tube, et les effecteurs. Oui. Le système P6 chez une bactérie, est-ce qu'on va le retrouver à plusieurs endroits sur la membrane de la bactérie? On va retrouver vraiment un endroit. Alors, combien il y a de T6SS dans une même bactérie? Eh bien, très précisément, pas beaucoup. En fait, vous avez vu les quelques diapos, on voyait en même temps deux T6SS qui déclenchaient, un qui venait finir déclencher. Alors des points d'ensemencement, on ne sait pas combien il y en a, mais il n'y a jamais plus de deux systèmes qui sont actifs en même temps. Les points d'ensemencement, je crois que oui, il y a une évaluation qui a été faite, c'est pareil, il y en a quelques unités. Donc ce n'est pas quelque chose qui est répandu par dizaines ou centaines, c'est quelques unités. C'est vachement confond quand même sur le plan du volume. Bon, tu as vu dans la bactérie, c'est fin. Et c'est surtout énergétiquement. Surtout énergétiquement. Et puis ces effecteurs sont extrêmement puissants. Donc, il suffit de quelques effecteurs pour mettre une bactérie en face. Oui. Est-il possible que le système de sécrétion de type 6 est plus exprimé dans l'environnement que du niveau? Et plus Exprimé dans l'environnement que du niveau? Ah, l'environnement in vivo. Disons que in vivo, c'est le cas par exemple vibrio choléré. Le dernier exemple que j'ai montré sur ACD, vibrio choléré a un système de sécrétion type 6. In vivo,
qu'est-ce qu'elle va faire l'Escherichia dans l'intestin? Elle va éliminer les autres bactéries qui nous sont utiles, se faire sa niche, mais aussi elle va probablement interagir avec les macrophages en essayant de les détruire. Bon, ça c'est le cas in vivo. Néanmoins, le gros de l'utilité du système 6 chez les bactéries en général, c'est plutôt une lutte pour une niche écologique, disons, dans l'environnement. D'accord? Vous avez des bactéries qui se touchent dans l'environnement, et spécialement quand les ressources sont limitées, la meilleure façon d'avoir de la nourriture, c'est de tuer les autres bactéries. Le système de sécrétion sanguine de bactéries, oui. Ça pose également la question de la fréquence d'utilisation de ce système par la bactérie. Est-ce qu'elle va le réutiliser régulièrement ou est-ce que c'est vraiment un tir et puis après Non. Quand le système fonctionne, parce que pour que le système fonctionne, il faut que les bactéries quand même aient une certaine densité. Hein. Je ne sais pas si c'est à travers un quorum sensing ou quoi, mais quand toutes les bactéries sont au contact, comme dans les vues que vous avez présentées, ça tire sans arrêt. Hein. C'est-à-dire, c'est pas 10 par cellule sans arrêt, mais c'est une qui tire, juste après il y en a un autre qui démarre, juste après il y en a un autre qui démarre, etc. Donc c'est sans arrêt des tirs de système 6. En termes de spectre, donc, de spectre de bactéries qui disposent de cette arme, oui. Donc des grammes moins. C'est que les grammes moins. Que les grammes moins, mais dans les grammes moins, parce que de phylum bactérien, de monde bactérien gram négatif. Je suis pas vraiment très bon en microbiologie. Il y a certains phylums qui sont plus. Certains ne l'ont pas. Ah oui, la moitié des. D'accord. Certains phylums gram négatifs ne disposent pas. Colis normal, Voilà. Par contre, les colis, tous les pathogènes, entéronégatifs et tout ça, ce qui est assez amusant, c'est que ce n'est pas forcément directement lié à la pathogénicité. Ce n'est pas parce que c'est des effecteurs que ça va être pathogène pour l'homme. Toutes les bactéries qui sont pathogènes pour l'homme ont ce système de sécrétion toxique. Tout simplement peut-être aussi parce que dans la pathogénicité, il faut se débarrasser des bactéries profitables. Je sais pas. Mais clairement, le système de sécrétion de type 6, au début, on pensait que c'était vraiment au tout début. C'était vraiment un système qui parle de pathogènes, parce qu'on le retrouvait systématiquement dans les bactéries pathogènes. Bien. Bon, ben, s'il n'y a plus de questions, merci encore.